Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Maoni, votre nouvelle émission débat. Dans cette toute première édition, nous allons parler d'Afrique. L'Afrique, parlons-en. L'Afrique, c'est 3% de taux de croissance, dont 2,4% en Afrique subsaharienne, mais l'Afrique, c'est également des enjeux et des défis. C'est aussi une balance commerciale déficitaire qui révèle une dépendance accrue vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Pour en parler avec nous ce soir, notre modérateur Krishna Sapoulou, qui reçoit deux prestigieux invités. N'oubliez pas de commenter et de liker cette émission. N'hésitez pas à nous contacter pour des appels à sujet. Bonne émission. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment ingénieur diplômé à l'ANSAI. Vous êtes d'origine malienne et vous avez notamment débuté votre carrière à l'inspection générale de la Banque postale. Et-je tout dit, vous voulez compléter votre... Oui, en ce moment, je travaille à la direction des risques de crédit logement. Donc, c'est un peu dans la continuité de ce que j'ai fait jusque-là. Donc, j'ai une casquette effectivement en statistique, en économie et en finance. Très bien, ok. Merci beaucoup. Et à votre gauche, nous avons également Monsieur Sewa Wilson. Monsieur Sewa Wilson, vous êtes notamment titulaire d'un master de management et stratégie en finance. Vous avez initialement débuté avec une formation en droit. Est-ce que vous pouvez nous compléter votre biographie, s'il vous plaît? Oui, après, très rapidement, j'ai un parcours assez atypique. J'ai été juriste de formation avant de basculer dans la finance, notamment après mon master en management et stratégie financière. Et depuis un bout de temps, je travaille pour BNP Paribas. Et actuellement, je m'occupe de tout ce qui est analyse crédit et risque crédit sur les professions libérales, sur le marché des professionnels de la santé. Très bien, ok. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Messieurs, le sujet d'aujourd'hui, comme nous l'avons proposé aux internautes, c'est le protectionnisme en moyen de booster les économies africaines. Ce sujet, Monsieur Ibrahim Touré, vous qui avez notamment écrit des articles concernant les infrastructures au Mali, qu'est-ce que vous inspire ce sujet? Déjà, qu'est-ce que le protectionnisme pour vous? À mon avis, le protectionnisme, c'est avant tout une doctrine à la fois politique, économique, qui invite les pays à protéger les économies nationales contre la concurrence étrangère. L'idée, tout simplement, c'est de limiter les importations de biens et de services, mais aussi des capitaux étrangers. Donc, l'objectif ultime, c'est notamment de booster l'emploi et aussi de protéger son économie. C'est une sorte de repli sur soi. Donc, ce protectionnisme-là a différents enjeux. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Très bien. Monsieur Sewa Wilson, Monsieur Ibrahim Touré, ici présent, nous dit que le protectionnisme consiste à protéger nos frontières, consiste à protéger nos économies. Êtes-vous d'accord avec cette définition ou avez-vous plus une définition pour vous? Oui, tout à fait. Ce qui a été dit est bien vrai, c'est-à-dire le protectionnisme, c'est avant tout l'ensemble des restrictions administratives, commerciales ou encore douanières qui visent d'abord, dans un premier temps, les entreprises étrangères installées dans ces États. Le but est de pouvoir limiter les importations pour relancer, sinon rebooster l'industrie, l'économie locale et puis, entre guillemets, mais nous y reviendrons, favoriser en tout cas l'emploi des locaux. Alors, vous avez utilisé un mot intéressant, vous avez parlé de restrictions douanières. Et nous avons en tête un cas notamment qui nous parle à tous ici aujourd'hui, c'est le cas de l'Argentine. Dans les débuts des années 2000, l'Argentine avait notamment pendant un moment bloqué ses frontières pour pouvoir rebooster son économie, pour pouvoir relancer ses industries. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce modèle-là, le modèle argentin qui a fonctionné jusqu'à ce jour, parce que quand on voit les chiffres de croissance, ils sont totalement impressionnants, les chiffres de croissance en Argentine. Est-ce que, Monsieur Sewa Wilson, vous qui êtes entrepreneur aussi, d'ailleurs, nous ne l'avons pas mentionné, vous qui êtes entrepreneur, est-ce que vous pensez en tant qu'entrepreneur, il faudrait dupliquer le modèle de l'Argentine à l'ensemble des économies africaines? À l'ensemble des économies africaines, très clairement non. Très clairement non. Mais pour revenir déjà sur le sujet, l'Argentine, c'est plus de 13 années de protectionnisme. Et pourtant, aujourd'hui, 13 années après, parce qu'ils viennent de rejoindre le sommet de Davos, je crois, il y a moins de 2 ans, sinon moins de 3 ans, 2014, avec le changement, en tout cas, de régime politique, c'est-à-dire de la famille Kirchner à un nouveau président, en tout cas, qui ne fait pas
parti en tout cas qui n'a pas la même doctrine en tout cas que la famille Kirchner, mais c'est 13 années en tout cas de protectionnisme. Mais on se rend compte que lorsqu'on regarde des petits États comparés à l'Argentine, en tout cas en Amérique du Sud, en Amérique latine, lorsqu'on regarde des États tels que le Chili, qui sont des petits États qui n'ont pas la même économie que l'Argentine, ce sont des États qui s'en sortent nettement mieux que l'Argentine. Pourtant, le but ultime de ces 13 années de protectionnisme, c'était justement de favoriser l'emploi et de rebooster l'économie. Mais ces petits États, ils ne sont pas beaucoup plus dirigés vers des économies un peu différentes de l'Argentine, notamment en matière agricole, par exemple. L'Argentine a notamment relancé ses industries en mettant des barrières à l'entrée au niveau des importations. Est-ce que c'est pas là, vous pensez pas? L'agriculture, oui. En Afrique, on peut parler pas de protectionnisme au niveau de l'agriculture, mais de peut-être limiter les importations sur les denrées alimentaires. Pour des économies qui souhaitent en tout cas relancer l'agriculture, industrialiser leur agriculture, dans un premier temps, pour favoriser en tout cas la production locale. Mais ce qui s'est passé en Argentine sur le protectionnisme, ce n'est pas une volonté propre de l'Argentine au départ de mettre des frontières, des barrières commerciales, des barrières douanières avec les échanges avec les pays extérieurs. C'est déjà c'est venu de la faillite d'un système, d'une politique économique de la famille Kirchner qui en 2001 a mené à une faillite de l'État, qui a une crise économique grave. Ce qui ne leur a pas permis, de mener à bien toutes les politiques qu'ils avaient, mais surtout de pouvoir lever des obligations, c'est-à-dire avoir des capitaux sur le marché international. Face à cette crise, l'Argentine s'est en quelque sorte repliée sur elle-même. Et ce repli a fait que le président Kirchner, à l'époque en tout cas, a mis des barrières commerciales, des barrières douanières, parce que n'ayant peut-être plus assez d'argent, plus assez de fonds, suite à cette crise, pour pouvoir promouvoir en tout cas l'économie nationale à travers les industries locales et l'emploi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que 13 années après, ça n'a pas marché. Monsieur Touré, excusez-moi, Monsieur Wilson, Monsieur Touré, êtes-vous d'accord avec cette fiche de lecture que vient de nous présenter, cette grille de lecture que vient de nous présenter Monsieur Wilson? Monsieur Wilson a parlé notamment de favoriser les économies locales, mais ça va bien au-delà. Le blocage des frontières en Argentine a notamment aussi permis de pouvoir relancer certaines infrastructures. Êtes-vous d'accord avec cette lecture? Alors, je suis d'accord sur un point qui consiste à dire que ce n'était pas à la base une volonté de l'Argentine d'être protectionniste, mais il faut quand même rappeler que dans les années 2000, l'Argentine venait de sortir d'une crise économique, une crise d'échange, une crise même qui elle-même était due à la crise asiatique. C'est les pays asiatiques qui ont tous été frappés par une crise d'échange et qui a contagionné en quelque sorte l'Argentine. Donc face à ce problème-là, l'Argentine, à la suite de la crise des années 2000, s'est trouvée face à un problème de financement de son économie. C'est-à-dire que l'Argentine n'avait plus accès aux capitaux étrangers. Donc, pour essayer de contourner ces problèmes-là, l'Argentine a décidé de jouer la carte des excédents commerciaux. Donc, tout simplement, on va essayer de favoriser les exportations. En favorisant les exportations, on va aller vendre ailleurs. Donc, on va rapatrier chez nous des capitaux étrangers, l'argent, pour financer notre économie. Et pour que cela marche, il faut aussi limiter beaucoup les importations. Donc, c'est ce mécanisme économique-là qui a amené l'Argentine à être très protectionniste. Mais justement, vous parlez de crise, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas, pour la plupart des économies africaines, qui, rappelons-le, sont quand même énormément financées par le biais de la vente de leurs matières premières, est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans le même schéma? Est-ce que vous ne pensez pas que la thérapie qui a marché hier pour l'Argentine ne puisse pas marcher aujourd'hui pour nos économies africaines? Alors, je ne suis pas sûr sur le fait que ça a marché en Argentine. Je ne le sais pas. Pourtant, les chiffres sont là. Le chômage a baissé, les industries ont été relancées. Nous avons des chiffres concrets. Vous ne pensez pas que ce schéma, cette grille de lecture puisse être un peu plus biaisée? Aujourd'hui, pensez-vous que si
l'Argentine n'avait pas appliqué ce modèle économique, pensez-vous que nous en serions à ces chiffres-là? D'autant plus qu'elle sortait aussi d'une période d'instabilité politique. Et l'instabilité politique, c'est notamment ce que nous rencontrons au niveau de l'Afrique. Alors, déjà, en restant sur les cas de l'Argentine, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une volonté. L'Argentine s'est juste rendu compte qu'elle avait fait une erreur de politique économique en arrimant sa monnaie au dollar. Et le dollar, qui était, voilà, parce qu'il y avait un arrimage au dollar, et le dollar qui s'est apprécié dans cette époque-là, ben ça a défavorisé tous les pays émergents. Donc, c'était ça le problème à la base. C'était d'abord une crise de change, une crise des exportations. Donc, c'était ça à la base le problème qui a débouché sur un protectionnisme. Donc, le seul fait, le seul lien, à mon avis, avec l'Afrique, c'est que oui, aussi, nous aussi, dans les pays comme les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'Afrique centrale, on est tous arrimés à l'euro, donc on est tous des exportateurs nets des biens. Très bien, voilà. Très bien. Je vois que vous entamez déjà la question sur la monnaie. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet principal, mais je vais quand même rebondir sur un élément. Vous avez notamment parlé des enjeux qui ont poussé l'Argentine à pratiquer le protectionnisme. Aujourd'hui, Monsieur Wilson, que pensez-vous, comment dirais-je, quels sont aujourd'hui les enjeux, si aujourd'hui nous avons un protectionnisme africain, quels sont pour vous les enjeux qu'on devrait relever, les défis qu'on devrait relever pour pouvoir mettre en place un protectionnisme africain? Protectionnisme africain, déjà, très clairement, pour moi, ça sonne très mal. À vrai dire, je pense qu'à moins qu'il y ait un ou deux États qui sont économiquement forts et aussi politiquement forts pour pouvoir justement, au niveau des échanges, des négociations... Est-ce que vous pouvez juste expliciter le économiquement fort, s'il vous plaît? Économiquement fort, je prends l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui n'a pas besoin d'importation pour pouvoir répondre à une demande locale. Un pays qui est vraisemblablement en phase d'être, sinon l'un des pays les plus industrialisés en Afrique. Ou encore, je citais aussi le Nigeria par exemple, qui aujourd'hui, sur le plan de l'agriculture, n'a pas besoin d'importer des tonnes de riz de la Chine. En parlant du Nigeria, vous ne pensez pas que le Nigeria, par exemple, face à cette production de tomates, vous ne pensez pas que le Nigeria puisse instaurer une politique qui favoriserait la production locale? Le Nigeria le fait déjà. Le Nigeria a adopté certaines mesures qu'on peut appeler, qui sont des mesures restrictives, notamment sur les importations de véhicules qui entraient par la terre du Bénin. Les a tout simplement limitées, sinon voire annulées. Des restrictions sur l'agriculture, oui, parce que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Le but du jeu, ce n'est pas d'importer 90% en tout cas des matières pour pouvoir nourrir la population locale, mais c'est de plutôt permettre à des entreprises locales d'industrialiser en tout cas leur processus de fabrication de produits agricoles pour pouvoir répondre à la demande locale. Mais sur le problème du protectionnisme africain, là, le problème. Pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'il peut y avoir un protectionnisme africain. Parce que déjà, l'Afrique en elle-même, les États africains en eux-mêmes ne communiquent pas entre eux. Lorsque vous prenez les échanges entre les États africains et le marché extérieur, il est plus important que les échanges entre États africains eux-mêmes. Le Gabon, par exemple, va avoir des échanges commerciaux beaucoup plus importants avec la France ou encore les États-Unis qu'avec le Congo-Brazzaville ou encore le Cameroun. Et c'est aujourd'hui dire que on doit commencer à réfléchir pour répondre aux défis de l'emploi, par exemple, ou de l'industrialisation, commencer à penser à un certain protectionnisme africain serait totalement Nous allons rebondir sur la question. Vous avez notamment parlé des enjeux sous-régionaux. Monsieur Touré, êtes-vous d'accord avec les propos que vient de tenir Monsieur Wilson? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de protectionnisme africain? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous devrons ouvrir nos frontières comme cela à tout va et nous intégrer totalement dans ce moule du libre-échange à tout va sur nos économies? Oui, je pense que le libre-échange, c'est un débat interminable. Est-ce que c'est bon ou pas bon? À mon avis, la réponse que j'ai tout de suite envie de donner, c'est que ça dépend. En fait, ça dépend de plein de paramètres qu'il faut oui, c'est nuance,
en quelque sorte. Donc, juste pour rebondir sur la réponse, notamment, moi, je note deux enjeux principaux sur le protectionnisme. Il faut réussir à avoir un schéma dans lequel on ne va pas non plus défavoriser, on ne va pas non plus impacter le pouvoir d'achat des ménages quand on sait que l'Afrique, 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, mettre des barrières tarifaires, ou même non tarifaires d'ailleurs, l'impact sur le prix final, ça va être très lourd pour les ménages. Donc, il y a ce premier enjeu. Mais le deuxième enjeu aussi, c'est que en voulant faire trop de protectionnistes, moi j'ai peur que, parce que l'Afrique aujourd'hui, on a besoin de l'étranger, ça c'est indiscutable. Mais mettre des barrières, c'est aussi empêcher les capitaux étrangers, c'est aussi empêcher les transferts des technologies. On peut laisser rentrer les capitaux étrangers, mais tout en les redirigeant plutôt vers les productions locales. Je suis d'accord qu'il faut revoir les règles du jeu. Il faut être un peu sévère. Il faut que l'État intervienne dans ce cas-là, sans non plus mettre des barrières, mais aussi une fois que les capitaux entrent dans nos pays, qu'on puisse avoir nos mots à dire sur leur redirection vers les marchés qui sont les plus profitables pour l'Afrique. Ok, nous y reviendrons notamment en fin d'émission en évoquant notamment un autre cas qui est le cas de la Suisse qui a aussi appliqué à ses frontières des normes protectionnisme. Mais tout de suite, nous allons faire une petite pause et nous nous retrouverons juste après. Merci. Chers internautes, bienvenue à nouveau sur Mahoni, votre émission débat. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter notamment ce débat et n'hésitez surtout pas à partager tout autour de vous ce débat et à envoyer vos suggestions si vous n'êtes pas d'accord avec les propos de chacun des intervenants. Alors, le débat d'aujourd'hui, donc je le rappelle, c'est le protectionnisme, un moyen de booster les économies africaines. Alors, Monsieur Sewa, nous allons repartir avec vous. On va parler emploi. Alors, Monsieur Sewa, ne nous mentons pas. Aujourd'hui, le libre-échange détruit les emplois partout. Nous en avons des cas particuliers, notamment en Europe. Le libre-échange détruit les emplois. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec ce système de mondialisation, notamment, nous pouvons créer encore beaucoup plus d'emplois en Afrique? Juste à titre de rappel, l'Afrique, d'ici 20 années, aura 1 milliard d'habitants. Et pour vous, cela ne vous interpelle pas? Vous pensez vraiment que nous devons rester sur ce système de libre-échange? Tout à fait. Le libre-échange n'a jamais détruit les emplois. Contrairement à ce que, je peux dire, les médias nous vendent, ou encore contrairement à ce qui est ressenti en Afrique. Regardez le cas avec la Chine, par exemple, en Afrique. Avant que les Chinois ne puissent arriver vraiment avec tous les produits à bas prix sur le marché africain. On va dire, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de personnes qui, dans le commerce ambulant, par exemple, ne pouvaient pas exercer d'activité. Parce que justement, il faut acheter la marchandise à un certain prix et la revendre à un certain prix, tout en sachant que la capacité le pouvoir d'achat africain était très faible. Donc, il était très difficile pour un Africain qui veut faire du commerce d'aller acheter, je prends vraiment un exemple, d'aller acheter un iPhone et le revendre sur le marché au prix de l'iPhone. Mais ce qui s'est passé avec la Chine, c'est quoi? C'est que le fait que la Chine puisse exporter en masse vers l'Afrique des produits et biens d'équipement à bas prix, a permis à des personnes de pouvoir justement avoir, par rapport à leur pouvoir d'achat, la capacité de pouvoir acheter ces biens-là. Et ça a permis notamment, mais encore là c'est dans le secteur informel, et peut-être même le secteur formel, ça a permis à des personnes de pouvoir se lancer dans le commerce en faisant vraiment un métier. Mais vous parlez de la Chine, Monsieur Wilson, je vous entends parler de la Chine depuis tout à l'heure, mais la Chine, c'est justement le modèle parfait de protectionnisme. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, un entrepreneur français, s'il va produire en Chine, il est soumis à plusieurs barrières, à plusieurs normes sur place. Et vous me parlez de la Chine comme un modèle de libre-échange, mais vous me dites en même temps que nous ne pouvons pas appliquer les mêmes procédés qu'a appliqué la Chine, par exemple. Oui, non. Il y a une différence en tout cas. La Chine le fait parce qu'elle contourne les règles de l'OMC et la Chine c'est aussi une puissance, ce que ne sont pas les États africains en tout cas lorsqu'on les prend un par un. L'Afrique en elle-même peut-être peut se mesurer face à la Chine, mais un État africain ne peut pas en tout cas mettre en place des politiques économiques. Mais elle est devenue une puissance, elle n'est pas née puissance. Oui, mais après il y a plusieurs faits. La Chine en fait, si vous voulez, il y a plusieurs indicateurs qui sont spécifiques, sinon
qu'on ne retrouve pas en Afrique, le fait par exemple qu'elle est la Chine en tant qu'elle-même, que ce soit un État continent, qu'il y ait une forte masse ouvrière, qu'il y ait une capacité de production inégalable, et aussi une capacité d'exportation inégalable. Mais la Chine importe, si je veux dire, autant qu'elle exporte. La Chine n'a jamais été, le protectionnisme chinois ne met pas une fin aux importations. Oui, mais ces importations, permettez-moi, monsieur Sévin, ces importations, quand on voit dans les détails, ces importations sont notamment de type produits de luxe, notamment, mais tout ce qui est produit de base, par exemple, produits agricoles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Chine va importer du riz, par exemple, monsieur Sévin. Elle ne l'importera pas parce que déjà c'est plus ou moins elle qui le fait. Donc vous ne pouvez pas à un certain moment importer une certaine quantité de produits que vous exportez déjà. Elle a réussi à le faire grâce à ces politiques protectionnistes qu'elle a mis en place. Non, ce que je veux dire c'est quoi? Si sur la question du riz par exemple, la Chine ne peut pas importer du riz parce qu'elle en exporte déjà. Avant de pouvoir exporter, il y a un principe d'autosuffisance déjà au niveau de l'économie locale. Tu n'exportes au moment où déjà tu satisfais à la demande locale. Tu ne peux pas en tout cas exporter si déjà localement tu n'as pas répondu à un certain besoin. Mais là n'est pas le débat. Pour revenir à la question sur le fait que le libre-échangisme tue l'emploi, c'est faux. C'est beaucoup plus le protectionnisme qui tue l'emploi. Je vais prendre un exemple très, très concret, et pour faire bref et pour être rapide. En 2009, le président Barack Obama, pour sauver 1200 emplois, je dis bien que 1200 emplois aux États-Unis, vous allez chercher des références, vous allez trouver, va augmenter la taxe sur les pneus automobiles en provenance de Chine, passant donc de 4% à 29%. Cela a entraîné 60% de baisse des importations, en tout cas vers des importations des pneus chinois, excusez-moi, aux États-Unis. Mais par contre, ce que à l'époque, sur cette mesure restrictive, ce que l'Amérique avait oublié, c'est que dans le commerce mondial, on parle de valeur marchande, de chaîne marchande. C'est-à-dire aujourd'hui, j'achète ça pour permettre à une autre personne d'acheter une autre chose, et ainsi de suite. Le fait que les Américains ne se soient pas préparés à cette limitation d'importation de pneus chinois, ça fait que la demande au niveau local aux États-Unis a explosé, a grossi. Et les entreprises américaines qui produisaient des pneus n'ont pas été en mesure de pouvoir justement fournir le marché local en pneus. Ce qui s'est passé, c'est que c'est quoi, juste pour terminer, c'est que les Américains ont acheté 2 fois plus cher, sinon 3 fois plus cher. Et les chiffres, c'est plus de 1 milliard de dollars en plus pour pouvoir acquérir ces mêmes pneus qu'ils achetaient auprès des marchés chinois. Ce qui s'est passé, c'est que ces Américains qui avaient, je prends un exemple, 100 dollars pour pouvoir acheter un pneu, se retrouvaient avec, en dépensant 200 dollars sur le même pneu. Et ce qui a considérablement fait chuter leur pouvoir d'achat sur, par exemple, le commerce, sur la grande distribution, sur l'achat, par exemple, de denrées alimentaires. Donc, à la base, ils voulaient limiter, ils voulaient en tout cas préserver 1200 emplois, mais les chiffres disent qu'il en a fait perdre 3700 dans le commerce et dans le secteur. Nous reviendrons notamment sur les questions de pouvoir d'achat liées au protectionnisme. Monsieur Touré, êtes-vous d'accord que le protectionnisme a plutôt tendance à tuer les emplois plutôt qu'à protéger? Monsieur Sebaluson a pris le cas notamment des États-Unis, mais nous savons qu'aux États-Unis, il a cité un cas qui n'a pas fonctionné dans le cas de monsieur Obama, mais nous avons beaucoup d'autres types de cas où le protectionnisme américain a totalement fonctionné. Je prends par exemple le cas de Apple qui a racheté dans un petit État de l'Oklahoma, qui avait racheté une petite entreprise et qui avait continué à fabriquer localement. Est-ce que vous pensez que pour l'Afrique aussi, nous aurons les mêmes défis? Est-ce que vous pensez que le protectionnisme viendra tuer les emplois en Afrique plutôt qu'autre chose? Déjà, c'est très difficile de répondre à la question par oui ou non. La réponse n'est pas forcément binaire. Ça dépend, à mon avis, de beaucoup de choses. Mais je vais juste apporter un complément par rapport à la Chine. Les Chinois, à mon avis, c'est pas le protectionnisme qu'ils font. Les Chinois, ils ont vite compris qu'il fallait se recentrer sur leurs atouts. En faisant quoi? Les Chinois, la force majeure, c'est la population déjà. Une population qui est énorme, donc qui peut permettre à la Chine de produire à des
prix avec des coûts de production très bas. Donc la Chine, ce qu'elle a fait, ce qu'on constate d'ailleurs dans le monde, c'est que il y a une certaine spécialisation internationale dans les États. Il y a les pays riches avec les meilleures technologies, avec les meilleurs facteurs de production qui se spécialisent dans le haut de gamme, et les pays émergents comme la Chine qui se spécialisent dans le bas de gamme. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est juste un choix. C'est pas parce que la Chine... Oui, permettez-moi, vous parlez notamment de population chinoise qui est énorme, mais la population africaine aussi, par exemple, est là en constante augmentation, et on peut aussi faire un choix de spécialisation. Exactement. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je préconise. On ne va pas faire du protectionnisme. Il faut juste qu'on se recentre sur nos atouts, qu'on sache dans quoi on peut être meilleur, dans quelle production on peut être meilleur, quels produits on peut vendre avec efficacité. Et à mon avis, il faut se spécialiser dans ces... Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets, par exemple? D'exemples concrets, pour moi, ça peut être l'agriculture, ça peut être... voilà, il faut se recentrer sur ces atouts-là, il faut se recentrer sur tous les biens qui demandent des facteurs de production intensifs en facteurs de production de travail, parce qu'on a une population, on a une jeunesse qu'il faut exploiter. Désolé du terme, mais c'est le monde qu'il faut. Donc, à mon avis, oui, il faut se recentrer sur nos atouts et aussi se spécialiser sur les produits bas de gamme. C'est dur de les dire, mais il faut se spécialiser dans ces produits-là comme la Chine a fait. Sinon, on ne va pas du jour au lendemain concurrencer les pays européens, les pays occidentaux sur les produits haut de gamme. C'est pas possible. Monsieur Sewa, Monsieur Touré parle de se spécialiser sur les produits bas de gamme. L'Afrique n'a pas vocation de devenir la Chine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas vocation, en tout cas, contrairement à, je vais rebondir sur la thèse avancée par Ibrahim, l'Afrique n'a pas vocation à produire à bas prix pour pouvoir se faire reconnaître sur la scène internationale. Parce que nous avons plusieurs atouts sur beaucoup de produits que produit la Chine. Elle importe, en tout cas en termes de matières premières, elle importe beaucoup des continents tels que l'Afrique, ou encore tels que l'Amérique, ou encore tels que la Russie. L'Afrique a cet avantage-là d'avoir des matières premières déjà sur place, pouvoir les avoir sur place, mais elle n'a pas encore cette capacité industrielle à pouvoir les transformer, ce qu'a la Chine. Donc, d'un côté, on a une Chine qui n'a pas les matières premières, mais qui a une capacité de transformation industrielle, et de l'autre côté, on a un continent qui est l'Afrique. Les capacités industrielles, permettez-moi, M. Serra, mais comment on les a, les capacités industrielles? Il faut bien mettre certaines barrières, il faut bien mettre en place certaines normes. Comment, pour vous, qui êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous préconisez pour pouvoir mettre en place justement tous ces éléments que vous ne pouvez pas, capacité industrielle, vous ne pouvez pas vouloir développer un continent et créer des infrastructures, construire des infrastructures en mettant en avant le protectionnisme. C'est impossible. L'Afrique aujourd'hui... Pourtant, la réalité est claire. Aucun pays aujourd'hui ne s'est développé sans avoir subi une certaine dose de protectionnisme. L'exemple serait quoi? La Chine? Mais il n'y a pas que la Chine, même les États-Unis, même aujourd'hui la France, l'Allemagne, ils ont tous pratiqué des mesures protectionnistes. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, des mesures, notamment qui favorisaient, tout à l'heure vous parliez de l'agriculture, Monsieur Touré, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, si on mettait en place une mesure qui va favoriser la vente des produits agricoles africains, va plus favoriser, va plus créer d'emplois sur le marché africain, Monsieur Touré, vous ne pensez pas? Alors, je pense potentiellement ça peut arriver, mais le problème de l'Afrique, ça va au-delà de ça. Mais même l'agriculture, est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'être productif dans la production des biens agricoles? C'est ça toute la question. D'où la nécessité encore de faire plus de recherche et développement. Et moi, c'est à ce niveau-là que moi je pense que l'apport de l'étranger peut être efficace. Parce que si on ferme totalement nos frontières, on se replie sur nous, on évite nos contacts avec l'étranger, en nous ouvrant aux compétences, en nous ouvrant aux technologies. Moi, je pense que c'est la solution qu'il faut entamer pour que nos pays soient plus efficaces. Après, dire qu'il faut peut-être
mettre en place des politiques pour protéger des secteurs clés, des secteurs clés de l'économie, pour qu'on puisse aussi nous développer, pour qu'on puisse rattraper notre retard. À mon avis, oui, je suis favorable. Je pense qu'à ce sujet, M. Sewa n'est pas très d'accord avec vous. L'Afrique doit de plus en plus, en tout cas, avant de parler d'économie émergente et autres, de plus en plus s'atteler à financer des infrastructures parce que c'est une étape importante vers la diversification et vers l'industrialisation de l'économie. Voilà. Merci beaucoup, M. Sewa Wilson. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Financer les infrastructures, voilà le mot de la fin que nous retenons. Je vous invite à liker notre page Facebook Mahoni TV et à nous envoyer vos suggestions et vos retours, notamment sur notre adresse mail contact.mahoni@gmail.com et surtout à nous revenir très vite sur nos ondes. Je vous remercie.